J'avais 16 ans quand mon frère a volé 10 000 € à mon père et a rejeté la faute sur moi. Ma mère l'a couvert, m'a traité de menteur et m'a envoyé dans un centre de rééducation comportementale. 2 ans plus tard, mon père a trouvé les preuves dans la chambre de mon frère, ainsi que le secret que ma mère avait protégé. Le jour même, il a décidé de mettre fin à son mariage et de retrouver sa dignité. Je m'appelle Damien et à l'époque, j'étais un lycéen ordinaire de Lyon, silencieux, avec de bonnes notes, peu d'amis, et je trouvais du réconfort en jouant de la guitare dans ma chambre. Ma famille n'était pas parfaite, mais je pensais qu'au moins, nous allions bien. Mon père, Philippe, travaillait comme comptable dans une entreprise de logistique. Il était méthodique, prudent et semblait toujours garder son calme. Ma mère, Mireille, en revanche, était tout le contraire, impulsive, bruyante, convaincue d'avoir toujours raison, même quand ce n'était pas le cas. Et puis il y avait Romain, mon frère aîné de 2 ans, charmant quand ça l'arrangeait et manipulateur quand quelque chose n'allait pas dans son sens. Mon père l'appelait le fils en or car pour ma mère, il était intouchable. Il pouvait tout faire sans jamais en subir les conséquences. À la maison, l'histoire était différente. Je ne compte plus le nombre de fois où l'on m'a accusé pour des choses que Romain avait faites, casser des assiettes, oublier des devoirs ou s'échapper par la fenêtre à minuit. Peu importe les preuves, ma mère croyait toujours sa version, comme si sa parole était une loi divine. Parfois, je pensais que j'exagérais, que peut-être je ne faisais pas assez d'efforts pour leur plaire, jusqu'au jour où tout a basculé. Un mardi après-midi, en rentrant du lycée, j'ai trouvé mon père assis dans son fauteuil préféré, le visage pâle, un épais dossier entre les mains. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré, ce qui était tout à fait inhabituel. Il saluait toujours, ne serait-ce que d'un léger signe de tête. Mireille était appuyée contre l'encadrement de la porte de la cuisine, les bras croisés et l'air dur. Romain, bien sûr, n'était pas là. J'ai posé mon sac à dos par terre et elle a été la première à parler. « Damien, assieds-toi. » L'atmosphère était glaciale, bien que l'automne commençait à peine dehors. Je me suis assis au bord du canapé sans rien comprendre. Finalement, mon père a levé les yeux. Dans son regard, qui avait toujours été serein, j'ai vu quelque chose de nouveau, de la déception. « Ta mère a trouvé quelque chose d'étrange sur nos relevés de compte, a-t-il dit. Il y a un retrait important. 10 000 €. Veux-tu nous expliquer ? Je suis resté muet. Quoi, ai-je demandé, incrédule. Ne joue pas l'innocent, a répliqué ma mère en haussant le ton. Nous savons que c'est toi. J'ai ri, abasourdi. Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Je ne sais même pas comment accéder à votre compte. Elle s'est avancée. Tu as utilisé l'accès de ton père. L'argent a disparu juste après que tu es resté malade à la maison cette semaine-là. Je me souvenais parfaitement de cette semaine. Une forte grippe, de la fièvre, de la toux. Je pouvais à peine bouger. L'idée que j'ai pu voler 10 000 € était absurde. J'ai essayé de me défendre, mais mon père a levé la main. Je veux te croire, mon fils, a-t-il dit d'une voix éteinte, mais l'argent a disparu. Il n'y a pas eu d'effraction, pas d'accès externe. Quelqu'un dans cet appartement l'a fait. Je me suis levé. Je n'ai rien touché. Et pourquoi volerais-je une telle somme ? Pourquoi faire ? Ma mère m'observait avec un regard froid, presque satisfait. C'est ce que nous voulons savoir. Ton frère dit qu'il t'a vu utiliser l'ordinateur portable de ton père. Je suis resté paralysé. Romain, ai-je murmuré. Tout s'emboîtait. C'était un mensonge de plus, mais cette fois-ci d'un niveau bien plus cruel. Je n'avais jamais touché cet ordinateur. Il était toujours dans le bureau, protégé par un mot de passe. Romain, en revanche, l'utilisait constamment, feignant d'être le fils modèle. Il ment, ai-je dit, en essayant de garder mon calme. Ce n'est pas moi. Ma mère a ri avec mépris. Bien sûr, tu as toujours une excuse. Tu es très doué pour mentir, n'est-ce pas ? Et c'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de l'argent. C'était le résultat d'années de ressentiment. J'étais tout ce qu'elle ne voulait pas chez un fils, silencieux, différent, peu complaisant. Cette accusation était sa façon de se débarrasser de moi. Mon père est resté silencieux. C'est son absence de défense qui m'a brisé. Il n'a même pas essayé de me croire.
Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai attendu que Romain rentre. Il est revenu vers minuit. J'étais appuyé contre le cadre de sa porte quand je l'ai vu. Il a souri comme si tout n'était qu'une blague. « Tu es dans un beau pétrin, frérot », a-t-il murmuré. « Tu leur as dit que j'ai volé l'argent », lui ai-je dit en contenant ma rage. Il a haussé les épaules. Il fallait bien que quelqu'un porte le chapeau. Il te croit déjà coupable. Alors, pourquoi pas toi? Pourquoi, ai-je demandé en tremblant. Parce que je le peux, a-t-il répondu sans la moindre trace de remords. Je n'avais jamais ressenti une fureur aussi grande, mais je savais que si je l'affrontais, je serais perdant. Ma mère le protégerait et mon père douterait. Je ne serais que le fils à problème. Le lendemain matin, les choses ont empiré. Mireille a annoncé qu'elle avait contacté un centre spécialisé. Elle a dit que j'avais besoin d'aide, que j'avais un problème, qu'elle avait trouvé un endroit pour les jeunes qui avaient du mal à dire la vérité. J'ai pensé que c'était une punition absurde jusqu'à ce que, 2 jours plus tard, une camionnette apparaisse devant l'immeuble. 2 hommes en uniforme ont dit qu'ils venaient d'un centre de rééducation pour jeunes dans une région voisine. J'ai supplié mon père de ne pas me laisser partir. Je lui ai répété que Romain mentait, que tout était une erreur, mais il a seulement baissé les yeux, les poings serrés. La dernière chose que j'ai vue avant que les portes du véhicule ne se ferment, c'était Romain sur le palier, un sourire satisfait sous la capuche de son sweatshirt. C'est ainsi qu'a commencé un cauchemar qui a duré 2 ans. En arrivant au centre, j'étais encore convaincu que tout n'était qu'un malentendu, que quelqu'un viendrait à tout moment me ramener à la maison. Mais personne n'est venu. L'endroit n'était pas un refuge thérapeutique, mais une institution froide et grise. Des murs en béton peints d'un beige terne, des sols en linoléum qui amplifiaient chaque pas et des fenêtres à barreaux, comme si j'étais dans une prison déguisée. Pendant les 3 premières semaines, je n'ai eu aucun contact avec l'extérieur, pas de téléphone, pas de lettres, pas de visite. On ne m'a même pas laissé appeler mon père avant la fin de la soi-disant période d'adaptation. Et chaque jour passé là-bas me persuadait un peu plus d'une chose, ma famille n'avait jamais vraiment été de mon côté. Ils disaient que c'était un centre de rééducation comportementale, mais nous savions tous que c'était une sorte de dépôt pour enfants à problème, un endroit où les parents envoyaient ceux qu'ils préféraient ne pas voir. La plupart des garçons là-bas traînaient des histoires bien plus sombres que la mienne, addiction, gang, antécédents dans des centres pour jeunes. Et puis il y avait moi, le prétendu voleur de 10 000 € incapable de cesser de mentir. C'était mon dossier. C'est comme ça qu'on m'a étiqueté dès le premier jour. Chaque matinée commençait à 6 heures précises. Il fallait se lever, faire son lit avec une précision militaire et rester silencieux pendant le décompte. Ensuite venaient les sessions de groupe, les tâches assignées et ce qu'ils appelaient l'exercice en plein air, marcher en rond dans une cour clôturée avec quelques bancs rouillés et un panier de baskets sans filet. Même pendant les repas, on ne pouvait pas parler sans permission. Toute manifestation de défi vous coûtait des privilèges, trop d'infractions et on vous envoyait en réflexion, ce qui n'était rien de plus qu'un isolement total avec un cahier et un livre religieux pour seule compagnie. J'essayais de passer inaperçu, mais cela ne servait à rien. Pour le personnel, j'étais déjà un manipulateur, le garçon qui feignait l'innocence pour échapper à sa culpabilité. Un gamin gâté qui avait besoin de discipline. Il n'y avait aucun moyen de prouver le contraire. 3 semaines plus tard, j'ai eu droit à mon premier appel téléphonique. Quand j'ai entendu la voix de mon père, ma gorge s'est nouée. « Papa, s'il te plaît », lui ai-je dit, « je ne l'ai pas fait. Tu dois me croire. » Il y a eu un bref silence. Puis j'ai entendu sa respiration lasse. « Damien, je veux te croire, mais ta mère dit qu'il y a d'autres preuves. Elle a dit que tu as essayé d'effacer les relevés bancaires. » Quoi? Ce n'est pas vrai. Je ne sais même pas comment on fait ça. Elle m'a montré l'historique de ton ordinateur. Il y a des recherches sur les services bancaires en ligne et la récupération de mots de passe. C'est alors que j'ai compris ce que Romain avait fait. Il avait sûrement utilisé mon ordinateur portable, cherché des choses pour m'incriminer, peut-être même accédé aux emails de mon père. Je n'ai pas fait ces recherches, lui ai-je dit, les larmes aux yeux. C'est Romain. Il monte tout ça. Tu le connais, tu sais comment il ment. Mais sa voix semblait lointaine. Mon garçon, concentre-toi pour aller mieux. Nous parlerons quand tu rentreras à la maison. Et l'appel s'est terminé. 5 minutes.
5 minutes pour réaliser que ma propre famille m'avait abandonné. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté à fixer le plafond, les poings serrés sous la couverture. Ce n'était plus une correction de conduite, c'était un exil. Mes parents m'avaient effacé de leur vie. 2 mois plus tard, le jour des visites familiales est arrivé. Une fois toutes les 8 semaines, ils autorisaient les résidents ayant une bonne conduite à voir leurs proches pendant quelques heures dans la cour. J'ai passé toute la semaine à espérer que mon père viendrait. J'imaginais le regarder dans les yeux et qu'il comprenne enfin. Mais ce n'est pas lui qui est apparu, c'est ma mère. Elle est arrivée impeccable, avec des lunettes de soleil, un rouge à lèvres brillant et ce sourire qui n'atteignait jamais les yeux. À ses côtés se tenait Romain, portant des baskets de marque et une nouvelle veste. Je portais le même pull gris du centre. « Eh bien, au moins tu as l'air en meilleure santé », a-t-elle dit, comme si c'était un compliment. Romain faisait tourner une fourchette en plastique entre ses doigts avec un sourire moqueur. « Nous sommes venus voir tes progrès », a continué ma mère. « Ton frère va très bien, d'ailleurs. Il a été accepté dans l'université qu'il voulait avec une bourse partielle. »« C'est super », ai-je marmonné. Elle s'est penchée vers moi. « Damien, tu dois comprendre que c'est pour ton bien. Tu as toujours eu du mal à assumer tes responsabilités. Cet endroit t'aide à mûrir. » « Je n'ai rien volé », ai-je dit à voix basse. Son sourire a disparu. « Tu t'accroches encore à ce mensonge. » C'est Romain qui l'a fait, je l'ai regardé fixement. « Tu le sais, tu ne fais que le couvrir. » Elle a laissé échapper un rire froid. « C'est ça ton problème, mon fils. Toujours le rôle de la victime, toujours à blâmer les autres. C'est pathétique. » Romain s'est joint à la moquerie. « Peut-être que tu devrais écrire un livre sur l'injustice de la vie. Je ne pense pas que quelqu'un l'achèterait, mais au moins ça t'occuperait. » Je me suis levé d'un bond. La chaise a grincé sur le ciment. Un membre du personnel était déjà attentif, la main sur sa radio. « Tu trouves ça drôle ?» lui ai-je crié. « Tu as gâché ma vie. C'est toi qui as fait ça. » Romain a haussé les épaules. « Ou peut-être, frérot, que tu es juste à l'endroit où tu dois être. » Là, j'ai perdu le contrôle. Pas pour le frapper. Je ne sais même pas ce que je voulais faire, mais le personnel s'est précipité pour me maîtriser et m'a sorti de force. Tu vois, j'ai entendu la voix de ma mère derrière moi. C'est exactement ce que nous disions, c'est pour ça qu'il a besoin d'aide. J'ai été puni de 3 jours en réflexion, seul dans une pièce minuscule, avec la lumière qui bourdonnait constamment et un cahier qui n'avait plus de sens. La seule chose qui me maintenait sain d'esprit était le compte à rebours dans ma tête, 1 an et demi. C'était tout ce qui me restait avant d'avoir 18 ans, de sortir et de ne plus jamais regarder en arrière. Les mois passèrent lentement. J'ai appris à feindre, à dire ce qu'ils attendaient d'entendre. Je reconnais mes erreurs, je travaille sur mon honnêteté, je comprends les conséquences de mes actes. Chaque fois que je répétais ces phrases, je sentais une partie de moi s'éteindre, mais c'était le prix de la liberté. Mon père n'a plus jamais appelé, il n'est venu à aucune visite. Peut-être qu'au fond, il voulait me croire, mais ma mère contrôlait toujours le récit. Romain, de son côté, a continué sa vie. Quand je suis enfin sorti, il était déjà installé à l'université, ses frais couverts par les économies que j'étais censé avoir volées. Je suis rentré à la maison un jeudi pluvieux. Ma mère est comme me chercher au centre avec le même sourire que toujours, comme si rien de tout cela ne s'était passé. Le trajet du retour fut silencieux. Le seul son était le grincement rythmé des essuie-glaces frappant le pare-brise tandis que la pluie insistait pour tomber. Quand la voiture s'est arrêtée devant l'immeuble, j'ai vu mon père à travers la fenêtre du salon. Il était assis à table, le regard fixé sur un tas d'enveloppes ouvertes et de factures empilées. Il n'a pas dit grand-chose en me voyant entrer, à peine un léger mouvement de tête, un bienvenu sec et sans conviction. Son visage semblait plus vieilli, marqué par une fatigue qui allait au-delà du physique. Il y avait quelque chose dans son regard qui me fit penser qu'il portait depuis longtemps un fardeau invisible. J'ai réoccupé mon ancienne chambre, bien qu'elle ne me semblât plus la mienne. Tout avait été déplacé. Les meubles, les rideaux, même l'air semblait différent. Une partie de mes affaires avait disparu, ma guitare, mes posters, mes carnets de dessin. Quand j'ai demandé à ma mère ce qu'elle en avait fait, elle a répondu avec un naturel déconcertant qu'elle avait donné certaines choses parce qu'elles dégageaient de mauvaises énergies.
Je n'ai pas su si je devais rire ou me fâcher, alors je n'ai rien dit. Les semaines suivantes furent tendues. Papa ne parlait presque pas, et moi non plus. Maman, en revanche, faisait semblant que tout était normal, les dîners en famille, les conversations banales, les rappels pour m'inscrire à une formation post-bac. Mais il y avait quelque chose de contenu dans l'atmosphère, comme si tout l'appartement respirait avec la peur que quelque chose explose. Une nuit, l'inévitable s'est produit. Je ne pouvais pas dormir et je suis descendu chercher un verre d'eau. En passant devant le bureau, j'ai remarqué la lumière allumée et j'ai entendu des papiers bouger. J'ai jeté un œil et j'ai trouvé mon père par terre, entouré de dossiers, de vieilles enveloppes et de documents. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé. « Je range » a-t-il répondu sans me regarder. Je me suis un peu avancé. Entre ses mains, il tenait une enveloppe couverte de poussière avec le nom de Romain écrit à l'encre bleue. Il l'a ouverte avec précaution. Il en a sorti des relevés bancaires datant de 2 ans, juste au moment où les 10 000 € avaient disparu. Il a tourné une page, puis une autre, et encore une autre. J'ai vu son visage se crisper. « Papa » ai-je à peine dit. Il n'a pas répondu. Il observait seulement une impression d'un retrait à un distributeur automatique de billets. J'ai reconnu l'adresse. C'était le même que Romain utilisait toujours près de son café préféré. Il y avait un autre retrait dans une autre agence la même semaine. Tous les montants exacts totalisaient 10 000 € en à peine 6 jours. Alors il m'a regardé. « As-tu déjà utilisé mon ordinateur » a-t-il demandé d'une voix sourde. « Non » ai-je répondu. « Je te l'ai dit il y a 2 ans. » Il a hoché la tête lentement. « Romain avait ton ordinateur portable cette semaine-là. Ta mère a dit qu'il t'aidait à le réinitialiser parce que tu étais malade. » J'ai senti ma gorge se serrer. « Oui » ai-je murmuré. Papa s'est levé en tenant les papiers. « Je crois que j'ai commis une très grosse erreur » a-t-il dit. Derrière nous, des pas se sont fait entendre. C'était maman. Elle est restée dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, mais sans son assurance habituelle. Son visage était pâle. « Philippe » a-t-elle dit, « ne reparlons plus de ça. » Il s'est tourné vers elle et j'ai vu dans son regard quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la fureur, c'était de la pure trahison. « Tu le savais » a-t-il murmuré. « Je protégeais notre famille » a-t-elle balbutié. « Tu ne comprends pas. »« Tu le savais » a-t-il répété, cette fois plus fort. « Tu l'as laissé tout endosser. Tu l'as envoyé dans cet endroit pour ne pas affronter ce que ton favori a fait. » Elle s'est avancée. « Philippe, s'il te plaît. » Il n'a pas répondu, reculant. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine. Maman m'a regardé et pour la première fois, j'ai vu de la peur sur son visage. Pas de culpabilité, pas de remords, juste de la peur. Papa s'est tourné vers moi. « Prépare une valise » a-t-il dit calmement. « On s'en va. » Puis il a de nouveau regardé maman, sa voix glaciale. « Demain, j'entamerai la procédure de divorce. Quand on traverse une telle épreuve, quand on vous enferme pour un mensonge et qu'on voit sa famille vous tourner le dos, on n'est plus jamais le même. » Une partie de moi avait encore 16 ans quand j'ai quitté cet appartement pour la dernière fois avec un sac de sport où rentraient à peine les quelques affaires que maman n'avait pas jetées. Mais une autre partie, elle, avait vieilli de 10 ans en seulement 2. Papa et moi n'avons pas beaucoup parlé dans la voiture. Il m'a dit de faire mes bagages et j'ai obéi sans discuter, sans cri, sans scène, juste un adieu silencieux à un foyer qui n'en était plus un. J'ai vu la route et l'immeuble s'estomper dans le rétroviseur, emportant avec eux tout ce que j'avais cru un jour signifier famille. Cette nuit-là, nous avons dormi dans un hôtel bon marché en périphérie, mais propre. Il a payé en espèces. Cela m'a semblé étrange jusqu'à ce que je comprenne, il ne voulait pas que maman sache où nous étions. C'était sa manière de me protéger, peut-être par culpabilité, peut-être par amour, ou les deux. Mais cette nuit-là, pour la première fois en 2 ans, j'ai dormi sans barreaux aux fenêtres. Le lendemain matin, nous sommes allés chez sa sœur, ma tante Catherine. Je la connaissais à peine, maman ne l'avait jamais supportée. Elle disait qu'elle était indiscrète et désordonnée. Ironie du sort. Catherine a été la première personne à me prendre dans ses bras et à me dire « Je suis désolé, gamin », avec une sincérité qui m'a presque brisé. Papa s'est installé dans sa chambre d'amis. J'ai eu le futon dans son petit bureau.
Ce n'était pas grand-chose, mais c'était sûr. Pour la première fois depuis mes 16 ans, je pouvais respirer sans demander la permission, sortir me promener quand je voulais, manger des céréales à minuit ou utiliser un téléphone sans surveillance. De petites libertés, mais qui semblaient immenses. Bien sûr, la liberté a aussi apporté le vide. Je n'avais ni diplôme, ni travail, ni amis, juste quelques matières validées de ce centre de rééducation qui ne servait à rien. Tous ceux que je connaissais avaient continué leur vie. Ils avaient fini le lycée, étaient entrés à la fac. J'avais disparu de la carte et personne n'avait essayé de me retrouver. Peut-être avait-il cru les rumeurs, peut-être ne savait-il pas comment m'approcher. J'ai appris que toucher le fond ne signifie pas toujours casser des choses ou pleurer sous la pluie. Parfois, il s'agit juste de regarder son reflet dans la porte du micro-ondes à 3 heures du matin, en se demandant si l'on comptera à nouveau pour quelqu'un. Papa a essayé, et ça, au moins, comptait encore pour quelque chose. Certains matins, Philippe se levait avant moi. Je l'entendais bouger dans la cuisine, ouvrir des tiroirs, allumer la cafetière, et peu après, l'odeur des crêpes commençait à emplir la maison. Il faisait toujours une tour parfaite et, bien qu'il les adorât, il me laissait la dernière. C'était sa façon de me dire, sans mots, qu'il était toujours là, essayant de reconstruire ce qui restait entre nous. Parfois, en servant le petit déjeuner, il me demandait si je voulais parler. Il n'insistait pas, il me regardait juste avec patience, attendant un signe, mais la plupart du temps, je ne pouvais pas. Il y avait trop de choses coincées dans ma tête, la colère, la frustration, la honte. J'étais en colère contre lui, contre Mireille, contre Romain et contre moi-même d'avoir été si naïf. J'avais du mal à comprendre comment tout s'était effondré si vite, comment l'amour familial pouvait se transformer en doute et en trahison. Le véritable point de rupture est arrivé un après-midi gris. Ma tante Catherine est apparue à la porte avec une boîte dans les bras. « Ce n'est pas grand-chose », a-t-elle dit en posant un vieil ordinateur portable sur la table de la salle à manger. « Mais j'ai pensé que ça pourrait te servir, peut-être pour chercher du travail ou simplement écrire quelque chose. Tu as du temps maintenant. » Au début, je ne savais pas quoi en faire. J'ai allumé l'ordinateur et je suis resté à regarder le fond d'écran pendant près d'1 heure sans toucher une seule touche. Je me sentais vide, comme si toute tentative de reprendre ma vie était inutile, mais sans trop réfléchir, j'ai commencé à écrire. Ce n'était ni une lettre ni un CV, c'était une confession sans destinataire. Des mots en vrac, des souvenirs fragmentés, des scènes qui continuaient de me torturer. J'ai parlé de ce centre, de ces murs blancs qui sentaient le désinfectant, des couloirs silencieux où chaque pas résonnait comme une condamnation. J'ai écrit sur Romain avec son sourire arrogant et sur Mireille avec ses yeux froids et durs quand elle m'a traité de menteur. Tout est sorti d'un coup, sans filtre. C'était comme ouvrir une vanne après des années de retenue. Avec le temps, l'écriture est devenue ma bouée de sauvetage. Peu importait si personne ne le lisait, c'était ma façon de vider le poison que cette expérience m'avait laissé. Plus tard, j'ai découvert les forums anonymes sur Internet. J'ai commencé à publier dans des communautés de soutien, puis sur Reddit, en utilisant un compte jetable. Ce que j'y ai trouvé m'a transformé de l'intérieur. Les réponses n'étaient pas seulement des mots gentils, c'étaient des gens qui comprenaient, qui avaient vécu des choses similaires. Ils m'ont cru sans hésiter. Certains se sont indignés pour moi, d'autres ont partagé leurs propres blessures, des frères manipulateurs, des parents dans le déni, des institutions déguisées en aide pour cacher des punitions. Cette communauté virtuelle m'a donné quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps, un sentiment d'appartenance. Avec cette force, j'ai décidé d'aller de l'avant. Je me suis inscrit à un programme pour passer le baccalauréat en candidat libre. Catherine m'a aidé à obtenir un abonnement de bus et Philippe, sans un mot, a payé les livres. La première fois que je suis entré en classe, je me suis senti déplacé. J'étais plus âgé que presque tous les étudiants, mais ça ne m'importait plus. L'important, c'était que pour la première fois, je construisais quelque chose de moi-même sans dépendre de personne. 6 mois plus tard, j'ai réussi l'examen avec l'une des meilleures notes du groupe. Quand j'ai montré le certificat à Philippe, j'ai vu quelque chose de différent sur son visage. Ce n'était pas seulement de la fierté, c'était du soulagement. Il avait les yeux rougis, mais il n'a pas dit grand-chose. Il s'est contenté de me donner une longue et forte étreinte, la plus sincère de ma vie. Nous n'avions pas besoin de mots. À partir de là, tout a changé petit à petit. J'ai trouvé un travail dans une pharmacie,
à remplir les rayons pendant les quarts de nuit. Puis je suis passé à une quincaillerie. Ce n'était pas l'emploi idéal, mais il m'a appris la discipline. J'ai appris à être ponctuel, à contrôler mes dépenses, à ne pas laisser le ressentiment me dévorer quand un client me traitait avec mépris. J'ai économisé tout ce que j'ai pu. Avec le temps, j'ai réussi à acheter ma première voiture, une Peugeot 206 d'occasion et rouillée, avec une radio qui ne captait que la FM, mais pour moi, c'était comme un trône. J'avais mes propres clés, ma propre route, ma liberté. Pendant ce temps, la vie de Philippe continuait de s'effondrer d'un autre côté, le divorce avec Mireille est devenu une guerre silencieuse. Elle a essayé de le dépeindre comme un homme déséquilibré, incapable de maintenir une famille, mais Philippe avait les preuves. Il avait gardé des relevés bancaires, des reçus, des virements. Il avait même demandé des informations directement à la banque. Tout coïncidait, des retraits suspects, des dépenses injustifiables, des mouvements qui remontaient aux mois les plus sombres de notre famille. Le pire fut de découvrir que pendant la période où j'étais censé être malade, quelqu'un avait acheté des billets de concert et fait des retraits en espèces. La preuve définitive est arrivée lorsque Philippe, avec l'aide d'un avocat, a obtenu une vidéo d'une caméra de distributeur automatique. On y voyait très clairement Romain, portant mon sweatshirt, souriant en retirant de l'argent. Quand Philippe me l'a montré, ce n'était pas par esprit de vengeance. Il voulait juste que je sache la vérité. Il m'a regardé dans les yeux et a dit, « Tu n'étais pas fou, mon fils. Tu avais raison depuis le début. » Mais ce que j'ai ressenti n'était pas du soulagement, mais une sorte de vide. Après avoir été si longtemps mis en doute, la vérité me semblait un écho lointain. J'avais passé tellement de temps à crier dans le silence que lorsque quelqu'un m'a enfin écouté, je n'avais plus la force de célébrer. Pourtant, au tribunal, tout a changé. L'avocat de Mireille a tenté de se rétracter lorsque les preuves ont été rendues publiques. Elle a feint de ne rien savoir, affirmant que Romain l'avait également trompé, mais les emails les ont trahis. Il y avait des messages où il parlait de maintenir l'histoire, de protéger l'image de la famille, de comment la thérapie de Damien était ce qu'il y avait de mieux pour lui, même si ça faisait mal. Le verdict fut clair. Philippe a obtenu l'appartement et l'a vendu en quelques semaines. Il s'est conformé à ce que la loi exigeait, il a donné à Mireille ce qui lui revenait et pas un centime de plus. Il n'a pas haussé la voix, ne l'a pas insulté, il a juste clos ce chapitre avec dignité. Un soir, alors que nous dînions en silence, Philippe m'a regardé et a dit, « Maintenant, c'est à toi de décider quoi faire avec Romain, avec ta mère, avec tout ça, si tu veux porter plainte ou laisser tomber. » Je suis resté glacé. Moi, ai-je demandé. Pourquoi devrais-je décider? Parce que c'est ta vie qu'ils ont détruite. C'est toi qui as perdu ces années. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai retourné la question dans tous les sens. Une partie de moi désirait la vengeance. Je voulais les voir payer. Je voulais voir Romain face à la justice et Mireille affronter les conséquences de ses mensonges. Mais une autre partie de moi, plus fatiguée, ne voulait plus être liée à eux. J'ai finalement compris que ce n'était pas du pardon que je ressentais, mais de l'épuisement. Quelques jours plus tard, je lui ai dit de laisser la justice décider. Je veux juste vivre ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à travailler, à économiser, avec le temps, j'ai obtenu une bourse partielle pour étudier la psychologie à l'université. Ce n'était pas un choix anodin. Je voulais comprendre comment une personne pouvait manipuler, mentir, détruire et dormir tranquille la nuit. Un de mes textes sur Reddit, celui où je racontais mon passage au centre, est devenu viral. Il a atteint des milliers de personnes, puis un blog et plus tard un podcast. Beaucoup m'ont écrit. Certains me remerciaient d'avoir mis des mots sur ce qu'ils ne pouvaient pas dire. D'autres partageaient des histoires encore plus dures. Une journaliste locale a lu la publication et m'a contacté. J'ai accepté l'interview sous couvert d'anonymat. Son enquête a révélé que je n'étais pas le seul. Des dizaines de jeunes avaient été envoyés dans cet endroit sans justification, victimes de rapports falsifiés et d'abus. Le centre a fini par être fermé sur décision du tribunal moins d'un an plus tard. Pour la première fois, j'ai senti que ma voix avait du pouvoir, que mon histoire, aussi douloureuse soit-elle, avait servi à quelque chose de plus grand que moi. J'ai eu peu de nouvelles de Romain. Il a quitté l'université. Les rumeurs allaient d'une expulsion pour fraude à une disparition volontaire. Personne ne l'a revu. Mireille, de son côté,
a perdu toute crédibilité. La perfection qu'elle avait tenté de projeter s'est effondrée avec sa réputation. Quand la façade a disparu, les gens qui feignaient de l'admirer ont également disparu. Quelque temps plus tard, j'ai reçu une lettre d'elle. Je ne l'ai pas ouverte, non par haine, mais parce que je ne voulais plus lui redonner de pouvoir sur ma paix. J'avais appris que parfois, clore un cycle ne nécessite pas de réponse, mais du silence. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Je vis dans un petit appartement aux murs écaillés, avec un robinet qui goûte et une vue médiocre. Mais c'est le mien. Chaque recoin, chaque imperfection, représente quelque chose que j'ai construit de mes propres mains. Je n'ai pas de luxe, mais j'ai la tranquillité. Et après tout ce que j'ai vécu, cela vaut plus que toute autre chose. Pendant mon temps libre, je donne des cours particuliers à des lycéens, les aidant surtout avec leurs dissertations et lettres de motivation pour l'université. Parfois, ils me demandent pourquoi j'ai choisi de me consacrer à la psychologie et je leur réponds généralement que la vie enseigne ses leçons quand on s'y attend le moins, même quand on ne cherche rien à apprendre. Mais récemment, quelque chose s'est produit qui a remué tout ce que je croyais enterré, quelque chose que je n'avais pas vu venir. Tout a commencé par un simple coup à la porte. Ce n'était pas un appel désespéré ni insistant, juste 2 petits coups mesurés, presque polis. Ce soir-là, j'étais chez moi en pantalon de jogging, regardant distraitement un documentaire sur la mémoire humaine pour l'un de mes cours. J'avais un bol de nouilles instantanées à moitié mangé sur les genoux. Rien à ce moment-là ne suggérait que quelque chose d'important allait se produire. Mais la vie n'annonce pas toujours les tournants qu'elle prend. Parfois, elle frappe simplement à la porte. Je me suis approché avec prudence et j'ai entrouvert, laissant la chaîne de sécurité en place. Par la fente, j'ai vu quelqu'un qui m'a paralysé. « Salut », a dit la silhouette dans le couloir. J'ai senti mes mains se crisper sur le bord de la porte. C'était Romain, plus mince, la barbe longue, le regard fatigué et un vieux sweatshirt qui avait perdu sa forme. Il portait un sac à dos sur une épaule et tout en lui criait qu'il dormait sur des canapés étrangers depuis trop longtemps. Je n'ai pas su quoi ressentir en premier, la colère, la surprise ou l'incrédulité. Tout s'est mélangé en un nœud qui m'a laissé sans voix. Il a levé une main avec précaution, comme s'il avait besoin de montrer qu'il ne représentait aucune menace. « Je sais que tu veux probablement me claquer la porte au nez », a-t-il dit à voix basse. « Je comprendrai. J'ai juste besoin de 5 minutes. » Je l'ai observé en silence. Romain, le même frère qui avait gâché 2 ans de ma vie avec un faux sourire et un mensonge bien calculé, celui qui avait divisé notre famille et m'avait presque entièrement détruit. Et maintenant, il était devant moi avec le même visage en qui j'avais autrefois confiance, l'air perdu, presque vaincu. Je ne sais pas si c'était la curiosité ou le désir de clore un chapitre, mais j'ai retiré la chaîne et j'ai ouvert la porte. Il est entré lentement, comme s'il craignait que quelque chose explose. L'appartement était dans la pénombre, tiède et silencieux. Il a regardé autour de lui comme s'il ne se souvenait pas de ce que c'était que d'être sous un toit à soi. « Tu vis seul ?» a-t-il demandé sans me regarder directement. « Va droit au but », ai-je répondu, remarquant que mon ton était plus froid que ce à quoi je m'attendais, même pour moi. Il a hoché la tête et s'est assis au bord du futon, le seul meuble décent que j'avais à part une table instable et une étagère d'occasion. « J'ai tout gâché », a-t-il finalement dit. Je sais que le dire ne suffit pas, mais je ne sais pas par où commencer. Tu crois vraiment que tes excuses m'importent, l'ai-je interrompu. Tu penses que j'ai attendu des années pour t'entendre dire je suis désolé ou pour que tout s'arrange? Non, a-t-il dit aussitôt. Je ne suis pas venu demander pardon ni chercher de la compassion. Alors, pourquoi es-tu venu? Il a baissé les yeux sur ses mains aux doigts entrelacés. Je n'ai personne d'autre. Maman ne me répond pas. Tante Catherine m'a mis à la porte la semaine dernière. J'ai sauté d'un canapé à l'autre. Je vivais avec un ami, mais il a appris ce qui s'est passé. L'argent, le centre de rééducation. Mon cœur a fait un bond. Comment l'a-t-il appris? Par cette publication sur Reddit, a-t-il répondu sans me regarder, celle qui est devenue virale. Quelqu'un a reconnu les détails. La rumeur s'est répandue dans mon ancienne université, alors il était au courant. Je me suis croisé les bras et je l'ai observé en silence. Et maintenant quoi? Tu veux de l'argent? Un endroit où dormir? Que je te donne une nouvelle chance? Il a laissé échapper un rire amer.
Je ne cherche même pas la pitié, Damien. J'ai juste pensé que si je pouvais te parler, si j'assumais ce que j'ai fait, je pourrais peut-être repartir de zéro. Je l'ai regardé fixement. Et tu crois qu'assumer change quelque chose? Non, a-t-il admis, la voix brisée. Mais c'est un début. Le silence s'est installé entre nous. Pendant des années, j'ai imaginé comment serait ce moment, lui suppliant, moi lui claquant la porte au nez ou lui criant tout ce que j'avais gardé pour moi. Mais maintenant que je l'avais en face, je ne ressentais pas de colère, juste un calme étrange, une clarté qui frôlait la stratégie. Car si Romain était acculé, sans soutien, le moment était peut-être venu d'utiliser cela à mon avantage. Je veux une confession complète, ai-je finalement dit. Écrite, signée. Chaque détail. Il a cligné des yeux, déconcerté. Quoi? Tu m'as bien entendu. Si tu veux vraiment repartir de zéro, commence par dire la vérité. Par écrit. Tout, comment tu as volé l'argent, comment tu m'as incriminé, comment maman t'a aidé à le couvrir. Il s'est frotté le visage, nerveux. Je ne vais pas écrire une confession comme si c'était un épisode de série policière. Alors, va-t'en, ai-je dit en me levant. Il est resté immobile, regardant la porte. Puis moi. Si je le fais, qu'est-ce que j'y gagne? Une chance, ai-je répondu lentement, celle de ne pas te voir sombrer au tribunal, car j'ai encore les enregistrements du distributeur, les emails, les relevés bancaires. J'ai assez de preuves pour m'assurer que tu ne pourras jamais ouvrir un compte sans qu'une alerte ne se déclenche. Il a dégluti. Et si je le voulais, ai-je ajouté, je pourrais tout rendre public avec les noms, les dates, tout, sans anonymat. Cette histoire sur Internet pourrait devenir une véritable nouvelle. Personne ne t'embaucherait plus jamais et maman. Elle tomberait aussi. Elle est aussi coupable que toi. Ses épaules se sont affaissées comme s'il comprenait soudain l'ampleur de la situation. D'accord, a-t-il murmuré. Je vais l'écrire. J'ai hoché la tête. Bien. Il est resté cette nuit-là, non pas parce que je l'avais invité, mais simplement parce qu'il n'est pas parti. Je ne lui ai offert ni mon lit ni le futon. Et bien que cette nuit-là l'appartement ait été plus silencieux que jamais, quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas du pardon que je ressentais, c'était du contrôle. Pour la première fois, l'équilibre était de mon côté. Cette nuit-là, quand Romain est arrivé à ma porte sans prévenir, je l'ai observé pendant plusieurs secondes avant de le laisser entrer. Il avait les yeux cernés, le visage pâle et un vieux sac à dos sur l'épaule. Il n'a pas été nécessaire de demander quoi que ce soit. La culpabilité parlait déjà pour lui. Je lui ai donné une couverture et je l'ai laissé dormir par terre dans le salon. Je ne pouvais pas le regarder directement. Le silence qui nous entourait pesait plus lourd que toute discussion en suspens. Le lendemain matin, je lui ai tendu un cahier et un stylo. Il est temps que tu mettes tout par écrit, lui ai-je dit d'une voix ferme. Il lui a fallu 2 jours pour le faire. 2 jours enfermé, écrivant sans relâche. Chaque mot qu'il notait semblait lui arracher un morceau de fierté. Le cahier s'est rempli de confessions, chacune plus douloureuse que la précédente. Tout y était, le plan pour voler l'argent, les mots de passe qu'il avait déduits des notes de papa Philippe, comment il a utilisé mon ordinateur pour manipuler l'historique de recherche et modifier le calendrier des retraits bancaires, faisant croire que j'avais divisé le vol en plusieurs mouvements. Il a aussi écrit sur maman, Mireille, et comment elle l'a appris quelques jours plus tard. Au lieu de l'affronter, elle a décidé de tout cacher pour protéger la famille, comme si le silence était un bouclier moral. Quand il m'a remis le cahier, ses mains tremblaient. J'étais sérieux, Damien, a-t-il murmuré. Je n'attends pas que tu me pardonnes, mais j'avais besoin que tu le saches. J'en ai fini avec les mensonges. Je ne lui ai pas répondu, j'ai juste pris le cahier et je l'ai rangé sous clé dans mon bureau. Ce n'était pas un simple document, c'était une arme, une bombe attendant le moment exact pour exploser. Les semaines suivantes, je me suis consacré à planifier avec une précision chirurgicale. J'ai rouvert de vieux dossiers, révisé des copies de mai, analysé des en-têtes, imprimé des SMS et des courriels que maman m'avait envoyés pendant mon internement. Tous ces messages contredisaient ce qu'elle avait dit au procès. Chaque mot, chaque date, chaque phrase mal placée était une fissure dans la façade de la famille parfaite qu'elle défendait tant. Un après-midi, j'ai contacté la journaliste qui avait publié mon histoire anonymement quelque temps auparavant.
Je me souvenais de sa voix assurée, de son ton professionnel. Je suis prêt à donner des noms, lui ai-je dit. J'ai des preuves, des dates et des documents. Il y a eu un court silence. En es-tu absolument certain, m'a-t-elle demandé. Si ça sort, ça pourrait les détruire. C'est précisément le but, ai-je répondu. Mais je ne voulais pas le chaos, je voulais la justice. Je ne prétendais pas crier mon histoire, mais la construire avec précision. J'ai donc fait une liste, une stratégie en 3 étapes. Premièrement, le centre de rééducation. Il avait officiellement fermé et la presse ne l'avait mentionné qu'en passant. J'ai découvert que plusieurs procédures judiciaires avaient été abandonnées faute de preuves, mais moi, j'en avais. Des emails précédant mon entrée où je clamais mon innocence, des rapports médicaux manipulés et maintenant la confession de Romain, confirmant que j'avais été incriminé. Cela pouvait ouvrir une nouvelle action civile, non seulement en mon nom, mais aussi au nom de dizaines de jeunes qui portaient encore les séquelles de cet endroit déguisé en aide. Deuxièmement, maman. Mireille vivait toujours avec sa sœur et maintenait sa réputation impeccable à l'église et lors des événements caritatifs. Elle se faisait passer pour une femme exemplaire. Bien que son monde soit construit sur des mensonges, j'ai décidé de contacter quelqu'un à qui elle avait nui des années auparavant, notre ancienne voisine, Madame Rousseau. Je m'en souvenais bien. Maman l'avait accusée lorsque des bijoux avaient disparu de la maison. La vérité, c'est que Romain les avait mis en gage. Quand je l'ai appelée, Madame Rousseau n'a pas hésité une seconde. Je m'en souviens parfaitement, m'a-t-elle dit. Si tu as besoin de ma déclaration, tu l'auras. Troisièmement, Romain. Même si je l'avais sous mon toit, je savais que je ne pouvais pas le laisser partir avant que tout soit prêt. Je lui ai imposé des conditions strictes, pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas de contact avec maman. Il travaillait le jour dans des emplois temporaires et rentrait le soir à mon appartement, épuisé, comme s'il payait une condamnation invisible. Parfois, il essayait de discuter. Je l'écoutais, mais répondait peu. Je l'observais plus que je ne parlais et plus je le regardais, plus je comprenais quelque chose que je ne m'attendais pas à découvrir, il avait peur. Pas de la punition ni de moi, mais du poids de la vérité, d'affronter pour la première fois quelque chose qu'il ne pouvait pas manipuler. Mon plan a pris forme peu à peu. Ce n'était pas une impulsion de colère, mais une construction précise de faits. J'ai rassemblé chaque document et créé une archive numérique, sa confession, les transcriptions du procès, des emails, des messages, des enregistrements vocaux. J'ai également contacté d'autres jeunes qui étaient passés par le même centre, ceux qui avaient raconté leur histoire anonymement. J'ai découvert que beaucoup avaient subi les mêmes abus, les mêmes tactiques de dissimulation. Ensemble, nous avons commencé à tisser un réseau de preuves solides et réelles. Puis est arrivé l'email qui a tout changé. Il provenait d'un avocat, pas de celui de papa, mais d'un nouveau. Il représentait l'ancien propriétaire du centre. Dans son message, il m'offrait quelque chose d'inattendu, un accord à l'amiable. Quelqu'un avait fait fuiter des informations sur ce que je préparais et il voulait éviter un scandale. Il m'offrait une somme d'argent absurde en échange de mon silence. J'ai lu l'email encore et encore. Je pouvais accepter, payer mes dettes, déménager, recommencer à zéro. Je pouvais clore ce chapitre avec une signature, mais quelque chose en moi résistait. Je sentais que si je le faisais, tout aurait été en vain. Il ne s'agissait pas seulement de moi, il s'agissait des autres qui se taisaient encore, de ceux qui n'avaient pas pu se défendre. Cette nuit-là, en relisant mes notes, j'ai vu Romain endormi par terre, enveloppé dans la même couverture que la première nuit. Pour la première fois, je ne l'ai pas vu comme le méchant de mon histoire, mais comme le premier maillon d'une chaîne brisée que je pouvais encore réparer. Quelques jours plus tard, Romain est parti. Il n'y a eu ni cri ni drame, il a juste laissé une note sur la table basse, quoi qu'il arrive, je le mérite. Et il avait raison. L'offre du centre était toujours dans ma boîte de réception. 6 chiffres en échange de mon silence, de la signature d'un accord de confidentialité et de la poursuite de ma vie. Je pouvais payer mes dettes, déménager, me réinventer. Mais si je le faisais, ils gagneraient. Ils continueraient de prétendre qu'ils n'ont pas détruit de vie, que ces endroits n'étaient pas des prisons déguisées en thérapie. Et le pire, maman et Romain continueraient de respirer tranquillement, sachant que le silence les protégeait. Non. À l'aube, j'ai écrit à la journaliste, je suis prêt. Voici les noms, les dates, les fichiers. Publiez tout.
Le reportage a été publié fin octobre. Il s'intitulait « Le bon fils ». Il racontait comment un adolescent avait été interné injustement après que son frère eut volé 10 000 € et ce qui s'était passé quand il avait décidé de se battre pour laver son nom. L'article commençait par mon nom, mon visage légèrement flouté et un résumé de l'enfer que j'avais vécu. Puis il décortiquait chaque détail, les mouvements bancaires, l'historique de recherche manipulé, la confession de Romain, les méthodes du centre, le fardeau émotionnel, la famille brisée. La journaliste avait fait un travail minutieux, elle a interviewé d'autres anciens résidents, obtenu des registres financiers, découvert comment les parents étaient escroqués avec des séjours prolongés sans justification médicale. L'article est devenu viral. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, journalistes, avocats, anciens camarades du centre, même quelques parents. Je n'attendais pas de sympathie, mais je les trouvais dans des endroits insoupçonnés. Des menaces sont également arrivées, des tentatives de me discréditer, mais il était trop tard. La vérité était dehors, vivante, imparable. Pour la première fois depuis des années, j'ai respiré sans culpabilité. Je n'étais plus le garçon que tout le monde avait désigné comme un menteur, j'étais l'homme qui avait décidé de briser le cycle du silence. L'histoire s'est propagée avec une force que je n'avais même pas prévue. D'abord quelques publications partagées sur les réseaux sociaux, puis des médias plus importants ont repris l'information, et en quelques jours, tout a explosé. Une famille s'était endettée à cause des traitements imposés, tandis qu'une autre avait temporairement perdu la garde de son fils, car le centre l'avait qualifié de non coopératif et potentiellement dangereux. Tout n'avait été qu'une mascarade, le résultat de son refus de répéter des excuses scriptées lors d'une séance de thérapie de groupe. La vague médiatique fut inarrêtable. En moins d'une semaine, l'histoire était sur tous les portails d'information. Le même podcast qui avait raconté ma publication anonyme sur Reddit a lancé un nouvel épisode, cette fois avec ma voix. J'ai parlé sans réserve, les mensonges, les trahisons, les jours comptés sur un sol froid, attendant que quelqu'un croie de nouveau en moi. Peu de temps après, j'ai commencé à recevoir des messages d'avocats, mais ils ne voulaient pas me poursuivre, ils voulaient se joindre à moi. C'est ainsi qu'est née une action collective regroupant 23 résidents du centre, dont moi. Je ne cherchais plus de compensation financière. Mon histoire était parvenue aux oreilles d'une fondation qui a décidé de m'accorder une bourse complète pour terminer mes études. Cette bataille n'était pas pour l'argent, mais pour ces jeunes qui étaient encore piégés dans des endroits comme celui-là. Le premier coup a été porté à l'institution. L'État a ordonné une enquête approfondie. 2 anciens employés ont déclaré que les superviseurs leur demandaient de manipuler les rapports pour prolonger les séjours. Les documents qui ont émergé par la suite ont confirmé les irrégularités, diagnostics modifiés, registres falsifiés, rapports qualifiant les internes d'agressifs simplement pour avoir détourné le regard ou demandé un téléphone. Le résultat fut dévastateur pour eux. Le centre a été définitivement fermé et ses anciens administrateurs ont fait face à des accusations pénales, l'un pour fraude, l'autre pour manipulation de dossiers médicaux. Le directeur du programme, celui-là même qui m'avait évalué le premier jour et m'avait assuré que j'avais besoin d'être rééduqué, a été radié à vie de toute fonction dans le domaine de la santé mentale. Puis est venue la réaction de ma mère. 2 jours après la publication du reportage, elle m'a écrit un court message, « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Je n'ai pas répondu. D'autres textes, d'autres appels ont suivi, jusqu'à ce que je la bloque. Dans son désespoir, elle est allée chercher mon père, essayant de le convaincre que j'avais sali le nom de la famille, mais il ne l'a pas laissé entrer. Ma tante Catherine m'a raconté plus tard qu'il lui avait simplement dit, « Ce n'est pas Damien qui a tout gâché, il t'a seulement montré ce que tu préférais ne pas voir. » Sa réputation s'est effondrée. La femme qui se vantait de sa vie parfaite ne pouvait plus sortir sans être le sujet de toutes les conversations. Son groupe communautaire s'est désintégré et l'organisation caritative où elle était bénévole l'a temporairement mise à l'écart. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre d'elle. Il n'y avait pas d'accusation, juste une confession, je croyais protéger Romain. Je pensais que tu pouvais le supporter. Je n'ai jamais imaginé que ça deviendrait incontrôlable. Je n'y ai pas répondu. Parfois, le silence pèse plus lourd que n'importe quel mot. Romain non plus n'est pas sorti indemne. Il a perdu son emploi lorsque son nom est apparu lié à l'affaire. Il a tenté de s'inscrire dans une autre université, mais sa candidature a été rejetée en raison de l'exposition publique. Il a disparu des réseaux sociaux. Quelque temps après, il m'a écrit un email, « Je travaille dans un entrepôt en Bretagne.
Ce n'est pas grand-chose, mais c'est réel. Je lis ton histoire parfois pour me rappeler ce que j'ai fait. Je n'ai pas répondu, non par rancune, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Il avait cessé d'être l'ennemi. Il n'était plus qu'une ombre de plus dans un système qui se nourrit du silence. Ma vie a pris un tournant différent. J'ai terminé l'université en étant major de ma promotion et, grâce à la fondation, j'ai participé à un sommet sur la justice pour les jeunes. Devant une salle comble d'experts et d'éducateurs, j'ai raconté ce que signifie être enterré vivant sous un mensonge et devoir creuser avec ses mains pour en sortir. Je leur ai dit que le vrai problème n'était pas que le système échouait, mais qu'il était conçu pour le faire. En descendant de la scène, un garçon s'est approché avec son père. Le jeune homme n'a pas parlé, il m'a juste pris dans ses bras. Son père, la voix brisée, m'a dit « Merci de dire ce que beaucoup ne peuvent pas ». À cet instant, j'ai compris que la vérité n'a pas besoin de vengeance, elle a juste besoin d'être entendue. Depuis, tout a changé. J'ai déménagé dans une autre ville où j'ai commencé à travailler pour une organisation qui fournit un soutien juridique aux jeunes en situation extrême. Chaque fois que je franchis la porte de ce bureau, je me souviens de l'adolescent de 16 ans que j'étais, celui qui a été accusé à tort et que personne n'a voulu écouter. Aujourd'hui, mon travail consiste à m'assurer qu'aucune voix ne se perde à nouveau dans le bruit. Mon passé n'a pas disparu. Il est toujours là, me rappelant qui j'étais et les chemins que je ne dois plus emprunter. Les cicatrices ne s'effacent pas, mais elles ne sont pas non plus une condamnation. Elles deviennent des cartes, et chaque ligne de ces marques est la preuve que j'ai survécu. Parfois, je regarde en arrière et je pense qu'il ne s'agit pas d'effacer l'obscurité, mais d'apprendre à marcher en son sein sans se laisser consumer par elle. Car lorsque vous parvenez à faire entendre votre vérité dans un monde qui a tout fait pour vous réduire au silence, vous n'avez pas besoin de vengeance. Vous avez déjà gagné. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.